russe. Mais je voulais vraiment vous montrer des images tout à fait sidérantes. Il y a un pays quand même qui est bien tenu, c'est la Chine. Hein. On pense ce qu'on veut de la Chine, mais c'est un pays qui est tenu quand même. Et les images de Donald Trump que vous allez découvrir, qui est arrivé avec tous les petits Chinois qui l'accueillent, tout ça est mis en scène incroyablement répété. Et alors, je le dis pour nos amis d'Europe 1 qui écoutent. Voyez le président américain à côté de Xi Jinping, et vous avez tous ces petits-enfants qui crient. Alors, c'est vraiment un retour vers le futur, parce que c'est des images qu'on ne voit plus du tout en Occident. On ne les voit plus que dans un pays où, effectivement, j'allais dire, il est tenu, mais je le dis avec un peu d'ironie, parce qu'en fait, il est très tenu. Bon. Mais comment dire, la dictature et le capitalisme, quand ça marche ensemble, effectivement, ça donne des résultats. Bon. Ah oui. Bon. Et c'est le cas, évidemment, avec la Chine. Donc vous avez vu ces images-là. Je ne souhaite pas, évidemment, la même chose forcément pour mon pays, mais parfois, un pays tenu, c'est pas mal non plus. Et voyez, un peu de fierté de soi-même aussi. Oui, vous avez raison. Et voyez la deuxième séquence que je voulais vous montrer, parce que ces images, elles sont impressionnantes. Évidemment, tout fait sens au-delà de la diplomatie, au-delà des rapports entre ces deux grands. Là, on est avec les deux grands squales de l'aquarium. Voilà, c'est les deux hommes sans doute les plus puissants du monde. Donc on ne s'agresse pas, bien évidemment, on se répartit le monde. C'est-à-dire que l'un demande Taïwan, l'autre demande le Groenland. Et évidemment, on ne va pas s'opposer l'un à l'autre. Et regardez ces images aussi qui sont assez sidérantes, disons-le, de mise en scène. Et évidemment, le monde entier regarde ces deux hommes parce que ce sont sans doute les deux hommes les plus puissants du monde. Richard Millet, est-ce que ça vous fait, j'allais dire, réfléchir, ou est-ce que ça... Ça me fait réfléchir. Je regardais quand il y avait les hymnes, on a l'impression que c'est deux corps qui ne bougent pas. Mais or, on sait, vous parliez de squales, on sait que les squales, s'ils ne bougent pas, meurent, les requins. Donc ils sont obligés de bouger tout le temps. J'avais l'impression qu'ils bougeaient de façon immobile, c'est-à-dire que Trump est un peu vieux, Xi est un peu, tourne la tête légèrement de côté, et devant vous avez, mais alignés au millimètre près, ces soldats. Je trouve ça fascinant. Oui. Parce que c'est là que se joue l'avenir du monde. Et nous, on réfléchit sur les droits des étrangers. Enfin, vous avez raison d'en parler, parce que c'est un scandale. Mais vous voyez, j'étais très frappé l'autre jour quand vous disiez, Thomas, que pendant que le monde se reconstruisait ailleurs, la commission de Bruxelles réfléchissait pour savoir si on allait laisser attacher les bouteilles de plastique, les bouchons des bouteilles de plastique. Je trouve ça fascinant. Et c'est le symbole de notre décadence, me semble-t-il. Oui, mais tout fait sens. J'écoutais ce matin notre ami Dimitri Pavlenko, qui rappelait, pour vous dire non pas, je ne veux pas dire la nullité de ceux qui gouvernent, mais la taxe de 2 € sur les petits colis de moins de 150 €. C'est un échec. Vous vous souvenez de ça? La taxe de 2 €, c'est les petits hommes gris, hein, c'est formidable. Pour freiner le flux, et c'est ce que disait Dimitri Pavlenko ce matin, pour freiner l'afflux de produits chinois vendus sur les plateformes, type Chine ou Temu, dont les Français évidemment raffolent, on avait inventé, les petits hommes gris, inventé une taxe de 2 € sur les colis. Et ça devait rapporter 400 ou 500 millions de francs, d'euros. 400 ou 500 millions d'euros, selon le PLF de 2026. Bon, on est à 2 millions d'euros. Simplement. 2 millions d'euros par mois. Bon, ça veut dire qu'on aura 30 millions à la fin de l'année. La raison, c'est tout le monde l'avait dit d'ailleurs. Tout le monde l'avait dit, mais c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal à croire à ceux qui dirigent et aux finances publiques, parce qu'ils se trompent à chaque fois. Tout le monde avait dit ce qui s'est passé. Donc, la raison, c'est simple. Les plateformes contournent le dispositif de manière tout à fait légale. Les petits paquets n'arrivent pas directement en France. Ils atterrissent en Europe et Belgique, Pays-Bas, ils finissent le trajet par la route. Donc en plus, ça fait pour l'écologie, c'est pas une bonne chose. Et ils se sont trompés. Alors tout fait sens. Tout fait sens. C'est-à-dire que les étrangers, 4 milliards, ça nous coûte les étudiants étrangers. Pourquoi est-ce qu'on fait venir 120 000 pour le rayonnement de la France. C'est pour l'argument qu'on donne à chaque fois. Moi, je pense que c'est même pas ça. Je pense qu'on expie, il y a quelque chose de l'ordre du masochisme, de dire, voilà, nous devons expier. Vous avez raison, nous sommes les seuls en France à avoir autant de générosité avec les étudiants étrangers.
demandez à aller étudier aux États-Unis, vous allez payer. Mais ça représente presque 500 000 étudiants, vous vous rendez compte? C'est à peu près 15%, je crois, je pense. Non, il y en a 120 000 par an. 120 000, moi, le chiffre que j'ai, c'est 120 000 étudiants étrangers par an sur le sol de France. Moi, j'avais d'autres chiffres plus importants. 500 000, c'est beaucoup. Hein. J'avais des chiffres au-delà de 400 000, en tout cas. Mais enfin, c'est 15%. Ça doit atteindre 500 000 en 2027, c'était l'objectif à affirmer. On arrive à c'est-à-dire 15% des étudiants en France sont des étudiants étrangers. C'est très bien qu'il y ait des étudiants étrangers, mais dans des proportions raisonnables et qu'ils assument aussi leurs propres frais de scolarité. Donc, et en plus, on n'a pas les moyens, quoi. C'est pour ça que c'est au détriment des étudiants. C'est pour ça que je vous dis, tout fait sens. Et au détriment des colis de 2 euros, des taxes imbéciles qui sont mises en place, jusqu'aux étrangers. En fait, il faut tout changer, et notamment l'état d'esprit, la psychologie. Donner le pays, pourquoi pas, à des gens qui savent gérer. Ce ne serait pas idiot. Hein, et puis peut-être que en quelques années ça peut repartir, faut l'espérer. En tout cas, je voulais vous faire écouter Donald Trump qui a parlé d'avenir fabuleux et de cette rencontre Chine-États-Unis. Nous allons avoir ensemble un avenir fabuleux. C'est un honneur d'être à vos côtés. C'est un honneur d'être votre ami. Et les relations entre la Chine et les États-Unis vont être meilleures que jamais. Bon, Thomas Bonnet, là, il ne se fiche pas de lui, hein, Donald Trump. Hein. Il ne le tourne pas en dérision, il ne l'appelle pas Xi par son prénom, et il ne lui dit pas... Là, il ne se moque pas de lui. Même dans la posture, on l'a vu quand il arrive à l'aéroport, il a bien quand il le rencontre, il sait évidemment qu'il a affaire à un gros poisson, pour reprendre votre métaphore. Oui. Mais moi, ce que je constate aussi, au-delà, en effet, des questions d'efficacité, l'Europe, on est là à réglementer sur des petites choses pendant que les autres vont dans la course vers l'avant, notamment l'intelligence artificielle, etc. C'est que et Donald Trump et Xi Jinping s'inscrivent tous les deux aussi dans le fruit de leur histoire et ne renient pas la civilisation desquelles ils ont hérité ou qu'ils incarnent aujourd'hui. Or, en Europe, au contraire, nous, on a l'impression qu'on doit permanence tourner le dos à ce qu'on a été, à ce sur quoi on a été, ce sur quoi on s'est construit. Et je trouve que c'est une grande différence, l'aspect civilisationnel, identitaire presque, qui est parfois perçu comme un gros mot, de ces grands pays, de ces grandes civilisations. Ah, c'est pas Trump qui dira que l'immigration, est-ce qu'on est 100% américain et 100% ça ne lui ressemble pas trop. Voilà, il dira pas ça, lui. Il dira, si vous êtes aux États-Unis, les gens qui sont nés aux États-Unis, ils sont 100% américains. Ils sont pas 100% congolais, 100% algériens, 100%, etc. Et lors des voyages d'État, des visites d'État en Chine, à chaque fois, on emmène le dirigeant qu'on reçoit pour célébrer les 5000 ans de civilisation chinoise. On l'emmène sur les terrains qui ont compté, la célébration de la mémoire chinoise, de la civilisation. Vous parliez Joachim Le Floch-Imad. Vous parliez tout à l'heure de notre vulnérabilité économique. Il y a aussi un autre point que j'aimerais souligner, c'est le grand effacement diplomatique des Européens en général et des Français en particulier, qui est révélé à l'occasion de ce G2. Il faut quand même rappeler que c'était la France du général de Gaulle en 1964 qui avait réintroduit la Chine dans le jeu diplomatique mondial. Aujourd'hui, on constate qu'on est aux abonnés absents, qu'on n'a plus voix du tout au chapitre, et ça dit quelque chose de notre déclassement. Bah, écoutez, en tout cas, il faut espérer, puisque ce mot-là doit être important. La prochaine présidentielle permettra peut-être, je crois que c'est Gérald Darmanin qui disait que ça sera l'élection la plus importante depuis 40 ans. Il n'a pas tort, et ça sera une manière d'interroger les Français sur ce qu'ils veulent. L'antavirus, monsieur Megarban, l'antavirus. Bon, on est un petit peu rassurés quand même. On est un petit peu rassurés. On a été un petit peu inquiets, ce qui est bien normal. D'ailleurs, la personne qui est à Marseille, qui a été hospitalisée, qui était donc cas contact, cette personne qui avait donc rencontré dans l'avion qui faisait Johannesburg-Amsterdam, une personne qui était sur le bateau, personne qui est depuis décédée. Nous sommes d'accord. Donc, elle était montée simplement d'ailleurs, cette personne, et elle n'avait pas fait le voyage complètement. Tout à fait. Elle était restée visiblement quelques minutes dans cet avion. Et malgré cela, et c'est ça qui nous avait un peu inquiétés, on expliquait que cette personne qui était cas contact, elle était hospitalisée à Marseille. Donc on se disait, voilà, une personne qui monte quelques minutes dans un avion et elle est déjà, elle a contracté le virus. Bon, il y avait suspicion. Où on en est ce matin de cette personne ? Alors, bon, je n'ai pas de nouvelles directement, mais en fait, est considérée comme cas contact toute personne qui a été à proximité d'une personne que l'on sait infectée, porteuse du virus. Et donc, effectivement, comme vous l'avez bien compris et dit, les autorités sanitaires françaises et le gouvernement ont décidé d'appliquer des mesures, on va dire, maximalistes de prudence. Et effectivement, toutes les personnes françaises contacts ont été hospitalisées. Alors qu'au départ,
on avait plutôt pensé à un auto-confinement à domicile. Puis, devant l'inquiétude qui est montée lorsque la personne infectée a présenté un tableau grave relativement brutalement, il a été plutôt choisi de faire ce confinement à l'hôpital. Bon, pendant au moins 15 jours. C'est une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose, tout à fait. C'est difficile pour ces gens-là, voilà. Mais c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Maintenant, j'allais dire, bon, on ne peut pas dire formellement, et on va dire avec des données scientifiques, parce que certains pays européens ont adopté une autre stratégie, que l'autoconfinement à domicile soit moins bon. Même si effectivement, lorsqu'on oui, est à l'hôpital... mais c'est pas respecté. S'il était respecté, oui. Alors ici, en fait, c'est un nombre très, très faible de personnes. Donc, malgré tout, on peut, en les rencontrant, en discutant avec eux, être relativement serein sur le fait du respect. Il y a la famille. Alors, tout à fait. Donc, c'est pas une bonne chose. Alors, il faut savoir ici quand même que les personnes étaient dans un premier temps rentrées chez eux. Donc, s'il y avait eu contact avec la famille, il avait déjà eu lieu. Oui. Mais, à nouveau, on va dire, on part du principe que c'est un virus qui est quand même... dont la contagiosité est relativement limitée et que cette contagiosité nécessite des rapports assez proches. Le patient zéro, on sait donc que c'est un couple, visiblement, qui est décédé. Ornithologue. Voilà, qui est allé dans une sorte de décharge à Ushuaïa. On ne sait pas exactement où il a été infecté, parce que les autorités d'Ushuaïa disent que depuis une dizaine d'années, il n'y a aucun cas local d'hantavirus. Mais cette personne s'est quand même promenée dans l'Argentine, au Chili, en Uruguay, donc il peut avoir contracté ça dans d'autres endroits. Alors, moi, j'avais en tout cas, c'est en Amérique du Sud. Voilà, et j'avais entendu que c'était précisément à Ushuaïa, dans une sorte de décharge où il y aurait. En fait, c'était un épisode. Mais c'est lui le patient zéro. Oui, tout à fait. Bon. C'est un épisode qui a été effectivement mis en avant, mais et il est mort. En termes d'incubation, s'il l'avait contracté à ce moment-là, il y était parti 5 jours avant. Or, il n'y a que 5 jours qui séparaient cette exposition possible de l'apparition des symptômes, et ça paraissait un peu court. Et il est mort. Il est mort. Et il était, lui, sur la croisière. Tout à fait. Alors, à nouveau, il est décédé parce qu'en fait, il a présenté le syndrome cardio-pulmonaire, mais il était sur un bateau sans oxygène, avec des moyens médicaux assez limités. Et à l'époque, personne ne suspectait évidemment qu'il ait été contaminé par hantavirus. Bon, on va voir un sujet de Sarah Warni. Depuis 3 jours, 4 jours, je dis que c'est invraisemblable qu'on ait laissé sortir ces gens du bateau, quand le bateau est arrivé à Tenerife. Ça, c'est une autre discussion, effectivement. Oui. C'est vrai que c'est... Moi, je trouve ça incroyable. Ça aurait été plus logique et plus... Nous sommes d'accord. Voilà, tout à fait. Que les gens, soit on les laisse sur le bateau, soit on met un hôpital de fortune, je ne sais pas ce qu'on fait. Mais ces gens-là... Qu'est-ce qui s'est passé avec le bateau de Bordeaux, vous avez vu? Oui, mais là, je suis d'accord. Mais justement, les équipes sont montées sur le bateau. Mais ici, il aurait fallu les garder de façon beaucoup plus longue. Oui, et alors? C'est pas la même durée. Et puis, il y avait des nationalités différentes, avec des réglementations... Et alors on sort d'une pandémie mondiale, je vous assure. Mais on voit bien, notamment, il y avait des ressortissants américains, et les États-Unis ne sont pas membres de l'OMS, et donc ils pouvaient contester légalement le fait de retenir certaines ressortissants. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai envie de dire, je m'en fiche. Bah oui. En tout cas, il y a une pandémie mondiale possible, je les laisse ensemble. Clairement envisagée par l'OMS, et s'ils l'ont abandonné, c'est qu'ils avaient des arguments juridiques, éthiques. Alors, donc, ça veut dire qu'on n'a pas tiré toutes les leçons du Covid, parce que dans un cas comme ça, il faut qu'on puisse agir et mettre à l'isolement ce bateau. Alors, en alternative, la décision a été l'isolement dans le pays d'origine de chaque ressortissant. Oui, sauf qu'il y a des cas contacts, ils ont voyagé partout, ils sont montés dans des avions. Les cas contacts étaient avant, dans les avions, avant que l'on sache qu'il y avait un hantavirus. Justement, sinon... la personne aurait été transportée dans un avion sanitaire, ce qui n'a pas été le cas. Bon, je vous propose de voir le sujet, je vous disais, de Sarah Warni sur cet hantavirus des Andes. L'hantavirus des Andes est la seule souche capable de se transmettre entre humains. Et il n'existe pour le moment aucun traitement pour ce variant. Parmi les virus du Nouveau Monde, la souche andine est parmi les plus létales. Est-ce qu'on a un traitement spécifique? Non, pas de traitement antiviral approuvé efficace. On fait uniquement des soins de support. On supplée aux insuffisances, à l'inflammation et aux dégâts engendrés par le virus. Le taux de létalité pour ce variant est de l'ordre de 40%. Et les traitements ne visent qu'à soulager les symptômes. Les recherches restent limitées et il n'existe que des vaccins expérimentaux sur un autre variant. En Chine et en Corée du Sud,
il y a un vaccin, il y a donc des chercheurs qui ont fabriqué un vaccin contre des souches asiatiques, mais ce vaccin est peu efficace. Cet hantavirus des Andes est exclusivement présent en Amérique du Sud et n'est responsable que d'une centaine de cas chaque année, un échantillon de patients insuffisant pour la recherche d'un vaccin. Étant donné qu'il y a très peu de cas humains, la fabrication d'un vaccin n'était pas justifiée ni financièrement acceptable. Un paramètre qui pourrait changer en fonction de l'évolution de ce foyer épidémique et de l'augmentation du nombre de personnes infectées par cette souche des Andes. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'on parlait des étudiants étrangers tout à l'heure et je voulais préciser quelque chose avec Georges Fenech. C'est que moi, je parlais des étudiants étrangers entrés en 2025, 120 000. Entrés, oui. Entrés. Et vous parliez des étudiants présents 450 000. C'est ce que je vous disais. Exactement. Ouais. Donc c'est pour ça. Qui représente 15%. Vous avez parfaitement raison. Ouais. C'est pour ça qu'il y a à peu près 500 000 étrangers étudiants en France. Et l'année dernière, on est rentré 120 000. Donc c'est beaucoup d'argent. Et le tout, c'est 4 milliards. C'est vous qui payez, c'est moi qui paye, etc. Avec un taux d'échec académique supérieur et quelquefois, mais c'est un appel d'air, on le sait bien. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est aussi une filière. Je referme la parenthèse, puisque nous avons changé de sujet sur l'hantavirus. Bon, je disais quand même, on est rassuré, quoi. Oui, pour la transmission, on est un peu rassuré. On se dit que manifestement, c'est pas le Covid d'abord et tout est en place. Le virus ne circule pas. C'est un virus ancien que l'on connaît. Les premières études de séquençage semblent montrer qu'il n'a pas subi de mutation significative. Ça, vous le savez depuis quand ? Les données récentes sont récentes. Alors, on n'a pas les résultats définitifs. Parce que M. Lescure, il disait hier... Depuis M. Lescure. Oui, donc M. Lescure, il a parlé depuis 48 heures, donc depuis 48 heures, on a avancé, c'est ce que vous dites. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce n'est pas les données définitives, mais les premières données n'ont pas retrouvé aucune séquence qui n'était pas connue dans les virus qui sévissent actuellement au niveau argentin. Donc ça, c'est vraiment très important de le dire. Parce que la crainte de M. Lescure, moi je l'avais entendu, il disait si le virus a muté, il peut être plus Exactement. transmissible. C'est-à-dire qu'a priori, on ne s'attend pas à une modification de la contagiosité, de la virulence, même si elle est déjà très importante, et de l'adaptabilité de cette souche à l'hôte humain. Car je rappelle à nouveau, l'homme n'est pas l'hôte naturel, c'est uniquement un hôte accidentel. Et l'hôte naturel, et c'est ça le point le plus important, ne se trouve qu'en Amérique du Sud. Donc ce virus n'est appelé qu'à rester en Amérique du Sud. Bon, les maladies transmises par les rats, parce qu'il y a beaucoup de rats à Paris. Et il y en a trop. Mais paraît-il que le rat parisien n'est pas le même, il est moins dangereux le rat parisien que le rat argentin ou ces rats... non mais c'est ce qu'on me dit. Alors, c'est vrai ou pas ? Il peut moins transmettre de choses... Il transmet pas mal de maladies aussi. Oui, la leptospirose, par exemple. Oui, mais moi, les surmulots, tout ça, moi, je suis pas client. Voilà. Et de toute façon, les rats français, que ce soit en ville ou à la campagne, transmettent aussi l'hantavirus. Oui. Mais simplement, ça n'est pas cette souche d'hantavirus des Andes, mais d'autres souches d'hantavirus. Alors, on va voir les rats à Paris, parce que, croyez-moi, en plus, avec le discours des rats, je me souviens, il n'y a pas un conseiller qui se balade avec son rat. Oui, dans le 11e arrondissement, oui. Comment, Camille ? Dans le 11e arrondissement. Dans le 11e. Oui. Bon, vous habitez Paris ? Oui. Vous croisez des rats de temps en temps ? Pas dans mon quartier. Oui, il y a j'en ai eu. Oui. Le matin, chez moi. Vous avez eu des rats chez vous ? Chez moi, au 5e étage. Non, oui, mais parce qu'ils connaissaient le code. Ils connaissaient le code. Non, c'est vrai que dans les anciens, dans les vieux immeubles, ça rentre. Et comment ils montent par les canalisations ? Par les canalisations. Les souris et les rats montent par les canalisations. C'est effrayant. Et je suis d'accord. Il a fallu faire venir une entreprise et c'était très compliqué. Attendez, vous n'avez pas 50 000 rats quand même chez vous, rassurez-moi. J'avais pris un chat, mais le chat, ça ne l'intéressait pas. Donc, mais vous avez une vie quand même très... sur le plan des animaux, parce que vous avez de nombreux chiens, on le rappelle ? Oui, 28. Oui, donc c'est quand même pas rien d'avoir 28 chiens. Bon, oui, donc vous avez... C'est 30 millions d'amis, votre vie. Les rats, c'est un vrai sujet à Paris. Et c'est pour ça que j'en parle, et que nous en parlons avec M. Begarban. Et on va voir le sujet de Aurélie Denonin, qui est une nouvelle venue dans notre rédaction, que nous saluons, et les maladies transmises par ces rats et qui nous font peur. Les rats, souvent associés aux maladies, sont sous les projecteurs, soupçonnés d'avoir transmis l'hantavirus des Andes aux passagers du MV Ondius. Il peut aussi héberger plus d'une trentaine d'autres bactéries pathogènes transmissibles à l'homme dans le monde. Il est historiquement associé à la peste,
au typhus. Entre parkings souterrains, métro, caves et égouts, Paris est un véritable gruyère pour les rongeurs qui peuvent transmettre des maladies graves. Les principales maladies transmissibles à l'homme sont l'hantavirus, la leptospirose, la salmonellose et la fièvre de morsure de rat. La leptospirose se transmet à l'homme par contact avec la peau ou l'urine de l'animal et les poussières. Chaque année, entre 600 et 700 personnes sont touchées en France métropolitaine. La salmonellose, elle, semble être impliquée dans 30% des cas de gastro-entérite. Le rat est aussi porteur de la méningite. Face à la prolifération urbaine des rongeurs, les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. La prévention, la dératisation et surtout la vigilance restent de mise. Le professeur Bruno Migarban est avec nous ce matin. Il est chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Bon, en France, on voit bien. Alors, pour être contracté, faut qu'il y ait morsure du rat ou simplement contact? Non, pour l'hantavirus. Oui, ou même en général pour... Alors, généralement, c'est par les déjections qui flottent un peu dans l'air, dans des zones infestées par les rats. Donc, vous respirez ces virus qui sont dans l'air. Sinon, par le contact cutané parfois, avec des urines. Plus rarement par les morsures. Mais quand je disais le rat parisien est moins dangereux que le rat... non, il n'est pas moins dangereux, mais il véhicule... les rats, on va dire, argentins, véhiculent un virus spécifique. Il est moins dangereux, alors. Voilà, donc voilà. Mais en tout cas, que dans cette région. Bon, on va marquer une pause. Vous êtes en train peut-être de prendre un petit déjeuner. Et nous vous saluons en ce jour de l'Ascension. Il est 9h32 et on est donc avec le professeur Migarban. Et pour parler de ce qui s'est passé avec ce paquebot. Bon, Valentin Rouillant nous explique ce qui se passe à Bordeaux. Alors ça, c'est la première fois que je vois un paquebot arraisonné parce qu'il y a une épidémie de gastro-entérite. Écoutez. Pas d'inquiétude, voilà ce qu'il faut retenir des passagers que nous avons croisés avec Sacha Robin qui ont quitté en fait cette passerelle que vous voyez sur les images de Sacha Robin. Voilà, vous voyez encore des passagers qui sont en train donc de quitter le navire. Les résultats, donc c'est ce qui a été publié par l'ARS et le préfet de la Gironde. Les résultats de l'analyse épidémiologique et les prélèvements biologiques confirment qu'il s'agit bien d'un épisode de gastro-entérite d'origine virale, donc le norovirus avec transmission de personne à personne ou par l'environnement. Alors à ce stade, aucun cas grave n'a été signalé. Seul ce Britannique de 92 ans qui est décédé, mais d'un arrêt cardiaque, aucun lien avec ce norovirus. Voilà ce que l'on sait pour l'instant. En tout cas, donc la plupart de ces passagers, puisque cela concerne que 80 cas au sein du bateau, donc de 1700, plus de 1700 personnes qui sont à l'intérieur, et donc la plupart qui peut, en tout cas les personnes asymptomatiques peuvent quitter le navire pour la soirée et donc profiter de l'escale de Bordeaux qui était prévue sur l'itinéraire. Les épiceries juste à côté du bateau qui vendaient du riz ont été dévalisées, me dit-on. Bon, il y a un petit peu, c'est lié bien sûr à l'hantavirus, forcément. Oui, c'est possible effectivement qu'il y ait pu y avoir, on va dire, la mise en quarantaine de ce navire parce qu'il y a une ambiance actuellement d'épidémie hantavirus, mais en fait les choses n'ont strictement rien à voir. Il se peut aussi que, comme il y avait quand même pas mal de cas, ils aient pensé que diffuser le virus dans la communauté bordelaise pouvait avoir quand même quelques conséquences. Mais à nouveau, il faut rassurer, donc le norovirus est responsable. C'est une famille de virus responsables de gastro-entérite tout à fait banale, généralement sans aucune gravité, de guérison spontanée. Il y a à peu près 800 millions de cas chaque année dans le monde. Et donc 800 millions de cas de gastro. 800 millions de cas de gastro-entérite tous les ans. Donc chacun d'entre nous ici l'a probablement. Oui, et ça met vraiment par terre, si j'ose dire. Ça dure 3 jours. Même pas, ça dure 24-48 heures. Donc ça généralement, te met on est vraiment contaminé par de la salade ou par des fruits de mer, on va dire, mal préparés. Et il peut y avoir évidemment une contagiosité. La salade. Oui, tout à fait. Il peut y avoir une contagiosité interhumaine. Je fais bien de pas en manger, alors. En fait, c'est le péril fécal. C'est ce qu'on appelle le péril fécal. Oui. C'est-à-dire que... Le petit déjeuner. Exactement. C'est-à-dire le fait de mal se laver les mains après être allé aux toilettes. Et donc, on touche des objets, et puis ainsi, le virus peut se transmettre d'une personne à l'autre. Je ne sais pas si vous allez revenir sur ce plateau. Parce que vraiment, c'est pas... Bon, dernière chose, parce qu'on n'a pas parlé, la seule chose dont on n'a pas parlé, c'est la personne qui est à Bichat en ce moment. Oui, tout à fait.
on a parlé d'une circulation extracorporelle et un poumon artificiel. Le cas est quand même très grave. Je ne sais pas, parce que disait... oui, on a pu comprendre au travers des propos du professeur Lescure qui a été sous ce poumon artificiel avec une circulation extracorporelle, mais il semble que ça ne soit peut-être pas exact. Ah bon ? Oui. Donc, en fait, on ne sait pas. Malgré tout, elle a une forme relativement grave de syndrome cardiopulmonaire lié à la souche Andes d'hantavirus. Elle est en réanimation, elle est dans un coma artificiel, elle est intubée ventilée. Donc, son pronostic vital est encore en jeu, mais pour le moment, il semble que sa situation est stable et on lui souhaite un très bon rétablissement. Bon, écoutez, merci vraiment de toutes ces indications. Est-ce que vous avez... Oui, monsieur Millet ? Juste une petite remarque un peu plus légère. Je trouve que le nom hantavirus des Andes a quelque chose de presque poétique par rapport à la variole du singe ou au Covid-19, c'est tout. J'ai dit un peu plus léger. Vous me surprenez toujours quand vous prenez la parole. Vous savez, quand vous prenez la parole, j'ai peur, en fait. Mais non, qu'est-ce que j'ai dit ? En fait, pour est-ce que vous... Non, mais vous avez eu peur, les uns les autres, par exemple, Camille, est-ce que vous avez eu peur ? Est-ce que... Vous savez qu'on nous a fait le reproche, lundi, par exemple, d'avoir un peu, alarmé. Et surtout, je lisais parfois sur les réseaux sociaux, d'imaginer que nous soyons le porte-parole du gouvernement, pourquoi pas, qui lui-même voudrait alarmer les foules, parce que pendant qu'on parle de l'hantavirus, on ne parle pas du carburant, on ne parle pas du pouvoir d'achat, on ne parle pas de la violence, etc. J'ai lu ça. Mais c'est surprenant ce que vous êtes en train de me dire. On a eu exactement la même conversation hier avec un ami au téléphone. Il m'a dit, mais que penses-tu de tout ça ? Oui. Et donc, écoutez, moi je vais vous dire, franchement, au début, je pense qu'on a tous été un petit peu inquiétés de savoir cette nouvelle source de virus qui arrivait. Puis je vais vous dire, quand l'OMS dit tout va bien, moi j'entends un peu, des fois, tout va mal. Oui, je suis d'accord. Voilà. Justement, c'est-à-dire que ça dit aussi quelque chose, cette séquence dit aussi quelque chose de la parole publique. Exactement, et c'est surtout que la parole publique aujourd'hui, elle n'a plus aucune valeur. Quand on voit comment le gouvernement a géré le Covid-19, vous inquiétez pas, il y a assez de masques finalement. En fait, au bout de quelques jours, on s'est retrouvé avec une rupture de masques. Donc, on n'a plus du tout confiance en fait dans la gestion de ces nouvelles pandémies qui arrivent et qu'on ne sait pas du tout comment gérer. Il y a des marqueurs dans les sociétés. Par exemple, 2005, c'est un marqueur, puisque les gens avaient voté pour quelque chose et puis c'est autre chose qui a été fait par les gouvernants. Donc ça, c'est un marqueur. Je vois ça, le référendum, voilà, de 2005. Je vois vraiment ça a marqué les gens. Et puis ça, l'histoire des masques et de cette séquence Covid, ça a aussi marqué. C'est-à-dire, on nous raconte des solides. Donc et même sur les vaccins aujourd'hui, je crois. Oui, il y a une question de savoir si aujourd'hui les gens sont très réticents sur les vaccins contre le virus. C'est ce que disent tous les médecins. C'est-à-dire que les gens qui viennent parfois dans votre cabinet etc., ils vous disent, moi, je ne veux pas me faire vacciner. C'est quand même invraisemblable. Alors que c'est le vaccin pour la grippe est efficace, les vaccins pour le papillomavirus est très très efficace. C'est vraiment, faut le faire. Ces vaccins qui sont très très importants. Donc ça crée et puis avec les réseaux sociaux, et puis avec le complotisme qui peut exister, tout ça crée des atmosphères. Non, vous avez raison. En tout cas, la Covid-19, évidemment, marquera l'histoire, comme la grippe espagnole l'a marqué, avec plus de 40 millions de décès. Oui. Donc, on peut dire que la Covid-19, il y a eu, on va dire d'officiels, à peu près 7 millions de décès, mais probablement bien plus. Bon, vous avez eu peur, vous, les uns les autres ? Je posais la question à Camille. Vous êtes inquiet. Moi, vous l'avez dit, la conférence de presse, je trouve, a été quand même alarmante. Quand on disait que le virus pouvait avoir muté, ça arrive. Non, mais là, on est plutôt rassuré. On va dire ici, c'est un virus ancien, bien connu, peu contagieux, et donc, en fait, l'ensemble des experts étaient tout à fait d'accord. Ce qui n'était pas le cas avec la Covid, nouveau virus, où il y a eu des différences entre certains points de vue, qui a peut-être aussi fait entrer un trouble au niveau de la population. Bruno Megarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Je ne sais pas si vous travaillez aujourd'hui. Vous repartez non, aujourd'hui non. Aujourd'hui. Écoutez, vous pouvez rester donc avec nous. Pourquoi pas pour parler du Master Poulet, puisqu'un restaurant de l'enseigne Master Poulet installé à Argenteuil a été fermé administrativement après un contrôle sanitaire de la DDPP. Plusieurs manquements graves à l'hygiène ont été constatés au sein de l'établissement. Parce que le Master Poulet est devenu aussi un fait politique. La préfecture du Val-d'Oise a estimé que le restaurant d'Argenteuil représentait un danger grave et imminent pour la santé publique des consommateurs. Vous allez voir le tweet peut-être du préfet, vous allez voir également des images, je pense, parce que ça n'incite pas vraiment à aller manger... 80 kilos de denrées périmées. Oui. 80 kilos de denrées périmées dans une enseigne qui, par définition, vend surtout de la viande de poulet. Oui. Donc on imagine que c'était notamment cette viande-là qui était périmée, donc ça pose beaucoup de questions sur
l'approvisionnement, l'acheminement des denrées précisément. Et effectivement, c'est devenu un fait politique parce que des fermetures de restaurants, ça arrive, je pense, quotidiennement. Cette fois-ci, évidemment, ça nous alerte parce qu'on se dit, ça éclaire aussi le débat qu'on a eu sur Master Poulet. Est-ce qu'il faut permettre l'implantation dans les villes? On rappelle que le maire de Saint-Ouen, par exemple, s'y est opposé. Oui, mais pourquoi c'est politique? Parce que c'est communautaire. C'est-à-dire que tout est halal chez Master Poulet. Oui, ce qui est le cas aussi dans d'autres restaurants. Là, il y avait aussi un côté un peu même de prix très bas, très attractif. Les deux. Avec une origine de la viande qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que les plus jeunes, ils savent que c'est de la malbouffe, mais ils n'ont pas toujours les moyens d'aller manger ailleurs. Et c'est par exemple 2 fois moins cher que le McDo. C'est 7 € Master Poulet. Donc il y a beaucoup de jeunes gens... Mais à quel prix? À quel prix? Supplante le kebab, en fait. Oui, bien sûr. Mais le kebab, c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. Donc, vous voyez la séquence qu'on avait vue avec Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, qui était allé lui-même faire de la publicité pour Master Poulet. Et c'était pour ça que c'était devenu un phénomène politique. Vous vous souvenez sans doute de cette séquence. Bonsoir, c'est bien? Ça va? Ils font même de la loco, là. C'est bien, merci de l'accueil, c'est gentil en tout cas. Mais il y en a qui veulent les restaurants étoilés. Ah ben non, on n'a pas besoin, ça. Master Poulet, un coup, KO. C'est très intéressant, Camille. C'est digne d'un maire, ça. C'est-à-dire qu'il était entré en plus en conflit avec Karim Wamran de Saint-Ouen, qui lui était opposé à l'installation d'un Master Poulet dans sa ville. Ça donne aussi une vision sociologique, également. Qui consomme? Qui sont les clients? Honnêtement, visiblement... Où c'est implanté? Il y a beaucoup de jeunes aussi, parce qu'il y en a, par exemple, à Boulogne, je vous assure, il y a évidemment une clientèle, pourquoi pas, qui vient pour les raisons parce que c'est halal, et donc c'est une demande communautaire qui existe, et Master Poulet répond à cette demande, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont parce que ce n'est pas cher. Et il paraît que c'est bon. Mais parce que les quantités sont importantes. Ça, c'est un nouveau phénomène dans la jeunesse. Ça pose aussi les questions de la provenance des contrôles qui sont faits exactement. C'est du poulet qui vient d'Ukraine. Quand j'entends par exemple les paysans français qui sont accablés d'énormes charges, et quand aujourd'hui on vend du poulet, je crois, qui vient d'Ukraine. Oui. Pologne aussi. Oui. Voilà. Oui, mais c'est le consommateur. Ça, le raisonnement que vous faites, moi je l'entends. Hein. Mais on entend aussi la gronde des restaurateurs qui sont complètement affolés. De ces Master Poulet, de toutes ces nouvelles chaînes de fast-food. Les gens sont très inquiets. Mais dans tous les domaines, le prix, dans une société qui effectivement souffre financièrement, c'est vrai pour votre t-shirt, qui est peut-être fabriqué en Chine par des jeunes gens de 12 ans. Et j'ai vu par exemple qu'il y a quelque chose qui va faire polémique. Vous avez vu l'affaire du maillot de l'équipe de France ? Le maillot de l'équipe de France, c'est Nike, le sponsor, il est vendu. Bon, et j'ai vu que Decathlon sortait un maillot à 9 €. Ah oui. À 9,90 €, alors un faux maillot. Oui, bien sûr, c'est pas le même. Bien évidemment. Mais le prix est effectivement décisif. Richard Millet. Est-ce que quelqu'un s'est déjà interrogé, pardonnez-moi de revenir à mes obsessions, sur le nom Master Poulet? C'est une espèce de mélange de l'anglais avec le mot poulet français. Oui. Pourquoi Master? D'où ça vient? Vous êtes chez nous? C'est du charabia. C'est du globis. Maître Poulet, ça sonnait bien. Non, Maître Poulet, ça serait quand même mieux, non? Oui, mais Maître Poulet, ça ferait... alors Master, c'est... Ça doit exister d'abord, Maître Poulet. C'est du charabia pour communautarisme. L'épicentre de la langue française n'est plus sur les quais de Seine. Écoutez, c'est pas ce qui me choque le plus. Le rival, c'est Asti Crousti, donc on n'est pas non plus dans le francophone. Oui, mais vous voyez où on en est. C'est la Startup Nation. Voyez où on en est, arrêtez. Non, je suis désolé. La langue, vous dites que tout fait signe. Oui. Ce langage-là fait signe aussi. C'est-à-dire une dégradation de la langue française. Je me rappelle, oui. On est désolé. On va tous finir ma boule. Si je voulais vous provoquer, je vous dirais que vous êtes sur CNews. Oui. Donc, c'est aussi... Il y a des termes qui sont master est passé. Écoutez, il y a aussi des mots qui sont intégrés parfois, et tant mieux. Le mot news est passé dans le langage français. Le mot masterclass, souvent on dit ça. Moi, j'ai soutenu une maîtrise de littérature française et pas un master. Oui, mais c'était avant la guerre. Oui, c'était avant la guerre, je sais bien, merci Richard de me rappeler. C'était il y a longtemps. Je suis un dinosaure, mais... Bon. Non, ce dinosaure, je suis au fond dans Jurassic Park. Vous voyez, au fond, vous réveillez des gens et les gens sont des dinosaures qui peuvent mordre encore. Et moi, je mords. Quand je vois ce langage qui est du charabia, je mords. Je suis désolé, je suis écrivain.
Bon, comme c'est aujourd'hui, manifestement, l'atmosphère est peut-être plus détendue parce que c'est jour férié, il y a beaucoup de gens qui interrogent, qui vous ont entendu parler de vos 28 chiens. Donc, ils s'étonnent. Alors, ils se disent, oui, il vit dans un parc animalier à Paris, où il a un hôtel particulier, où il a un appartement, 28 chiens, ou alors c'est des tout petits chiens. Mais je vous l'ai déjà dit. Je sais la réponse. Dans une résidence secondaire à Marrakech. Ah oui, vos 28 chiens sont à Marrakech. Ouais. Ah oui, effectivement. Il vaut mieux. Oui. Et là, à Paris, il y en a pas. Surtout pour les canapés. Oui. À Paris, vous n'avez que les rats. Et à Paris, il y a quoi? Vous n'avez pas de chien du tout à Paris? Si. Combien? Un. D'accord. Le préféré. Et c'est quoi? C'est un petit chien, un gros chien? C'est un petit chien, parce qu'il doit voyager en cabine. Et ils ont tous des noms, les 28 chiens? Bien sûr. Ne me demandez pas, j'ai perdu la mémoire des noms. Oui, mais alors, par exemple, 28 chiens... Il y a des bosserons, il y a des carnets corso. Oui, mais ils s'appellent comment, par exemple, les chiens? Ils s'appellent comment? Ils ont Non, je ne vous parle pas du nom de la race, mais est-ce qu'ils ont un petit nom? Oui, ils ont un petit nom. Ne me demandez pas, j'ai oublié. Mais, ah oui, Master Chien. Parce que quand vous les appelez, ça doit être... Oui. Ça doit être, Ils sont très heureux là-bas. Ah bah j'imagine, s'ils ne vous voient pas. Donc, ils sont très heureux. Nous sommes avec une actualité que nous allons aborder, qui est l'actualité culturelle, avec ce qu'a dit Pierre Salvadori. C'est intéressant parce que Pierre Salvadori était à Cannes et il a parlé de Canal+. Combien Canal+ est présent dans le cinéma français et combien les artistes font ce qu'ils veulent. C'est pas les gens de Canal+ qui leur écrivent leurs scénarios ou leurs dialogues. Et c'est assez intéressant peut-être de l'écouter, Pierre Salvadori, qui est le metteur en scène que vous connaissez. Alors, il a été interrogé dans une conférence de presse, donc les journalistes, ils disaient, tiens, il y a peut-être quelque chose à dire de mal de Canal+, et pourquoi pas de Monsieur Bolloré. C'est peut-être le moment. Et alors, ils ont été déçus parce qu'il a dit, non, nous, c'est plutôt bien, on travaille dans des bonnes conditions, on est indépendant, on fait ce qu'on veut, personne n'écrit notre dialogue, etc. Écoutez Pierre Salvadori. Moi, c'est pas comme ça que j'aborde finalement la politique et que je vois, ça me paraît pas être... Bon, je respecte tout à fait ce qui s'est fait, je comprends tout à fait cette émotion et cette inquiétude. Nous, au fond, l'idée, si vous voulez, la façon dont on fonctionne avec Canal+, depuis très longtemps, c'est assez simple. Canal+ a une obligation d'investir dans le cinéma. Cette obligation et ces obligations, elles sont encadrées. C'est-à-dire que y a des clauses de diversité, il y a des clauses de volume et il y a, une garantie d'indépendance. Les gens qui nous garantissent cette liberté, cette indépendance et ce volume de films, ce sont Laurent Asside et Maxime Saada, avec qui on a des rapports forts. Alors Saada, je le connais pas, Maxime Saada, mais c'est un des garants de ça. Et Laurent Asside, qui est proche des cinéastes depuis des années. Tant que je me sens pas trahi à cet endroit-là, et tant qu'ils respectent ça, je suis à l'aise. Le jour où on me demande de faire un autre film, de faire une biographie de je ne sais qui, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, j'irai me faire voir ailleurs et je ferai plus des films si on me les laisse pas faire avec liberté. Il a raison, mais tous les réalisateurs sont logés à la même enseigne. Ce qu'il dit relève de l'évidence, mais ça n'en est pas moins courageux vu le climat qui règne dans ce petit milieu culturel. On a vite fait d'être ostracisé si on ne rentre pas dans le rang, si on ne cède pas aux logiques de signalement de vertu. Il a le courage de la vérité, il faut le saluer. Et on rappelle qu'il y avait 600 professionnels du cinéma. Alors, bon, il n'y en avait pas beaucoup que je connaissais dans les 600, mais il y avait quand même Juliette Binoche, 600 professionnels du cinéma, qui dénonçait l'emprise de Vincent Bolloré dans une tribune. Il n'y a pas d'emprise. Il y a effectivement, comme le dit Monsieur Salvadori, il y a un cahier des charges qui est signé et qui demande à Canal+ d'investir, ce que fait d'ailleurs Canal+ fort bien, avec des films qui ont formidablement marché cette année, d'ailleurs, évidemment, et puis qui donne au cinéma français une particularité que le cinéma italien n'a plus, que le cinéma allemand n'a plus. C'est vrai qu'on peut critiquer notre cinéma, souvent on critique parfois les sujets, mais il est vivant. Il est vivant, ce cinéma. Actuellement, alors que d'autres... 4 ou 5 films qui sont parmi les... Mais bien sûr. Très bon film. Le film de Samuel Paty, bien sûr, mercredi. Exactement, L'Abandon, vous avez parfaitement... Oui, une projection en avant-première mardi soir, exactement. Et ce système permet, je le répète, au cinéma français de vivre, alors que d'autres cinémas... par exemple, vous allez dans les cinémas italiens ou les cinémas allemands,
vous avez peut-être 70% ou 80% de production américaine. En France, la part de marché du cinéma français, notamment il y a beaucoup de comédies, des biographies, des biopics. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'exception culturelle. Exactement. Mais vous savez qu'en politique, l'exception culturelle, en fait, ça s'appelle la préférence nationale. Oui. Vous voulez dire que les artistes ont la préférence nationale? De ce qu'on dénonce matin, midi et soir dans le programme d'hiver. Non. Expliquez. Il y a quand même une grosse hypocrisie. Ah oui. Donc ils ont culturelle, c'est simplement la préférence nationale déclinée dans les secteurs culturels du cinéma, de la chanson. Les radios sont tenues de diffuser des morceaux en français également, etc. Ah oui, donc la préférence nationale, ce que vous voulez dire, que ça marche de temps en temps et c'est efficace. Ça peut profiter à certains. Il y a les bons et les mauvais quotas. Oui. Bah, il y a effectivement. Et puis c'est vrai qu'il y a un système aussi chez les artistes. Ce système, et tant mieux peut-être, des intermittents du spectacle, qui est très avantageux, qui est très privilégié, disons-le. Pour faire vivre le spectacle vivant, et effectivement. Bon, il y a beaucoup d'argent, effectivement, de la culture qui est distribuée. Mais bon, donc bravo au cinéma. Et puis vous pourrez lire dans Télé Loisirs cette intervention de Pierre Salvadori. Je ne sens pas un infléchissement de leur décision par rapport à une dimension politique qui pourrait y avoir dans un film. A-t-il dit également, ce qui se passe dans le cinéma n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans le monde de l'édition, avec le départ d'Olivier Nora. Mes interlocuteurs sont les mêmes que ceux que j'avais avant que M. Bolloré n'arrive à Canal+. C'est Pierre Salvadori qui dit ça, donc c'est quand même intéressant de le... Pourquoi c'est intéressant de le dire? Parce qu'on sera les seuls à le dire. Voilà, Pierre Salvadori, comme il a dit quelque chose qui ne correspond à ce que le monde médiatique veut entendre, vous ne l'entendrez pas, précisément. Donc voilà ce que nous pouvions dire ce matin.